Bonjour mes amis, bienvenue sur ce live en direct d'un train de grande banlieue, voilà, parisienne. Eh bien, nous sommes dans Blur is the New Black, le flou et la nouvelle tendance, c'est l'épisode numéro 4. Ce sont des Agora vidéo live en direct où on va philosopher et je vous propose ensemble, grâce à vos commentaires, grâce à vos nombreux partages, de philosopher sur faire famille. Voilà, donc le temps que vous veniez en masse et que vous partagiez en masse cette vidéo live pour inviter tous vos amis à participer à cette réflexion nocturne. Il est 23h45, on va philosopher ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure. Voilà, un peu moins d'une heure, un peu plus d'une demi-heure. Vous êtes déjà une dizaine. Donc partagez mes amis, partagez intensément et j'espère que vos messages vont s'afficher, je les attends et ainsi on va pouvoir dialoguer ensemble. Le but du jeu c'est de dialoguer. Voilà, donc pendant que le train s'enfonce dans la nuit, cette réflexion sur la famille est assez intéressante. Bonsoir Anne, tu es la première à laisser un message, merci d'être là, merci de partager, c'est génial. Voilà, sur vos pages, sur vos groupes, partout. Partagez, voilà, vous faites partage et vous partagez une dizaine de fois chacun et comme ça on sera beaucoup de noctambules philosophants. Voilà, faire famille, alors faire famille, qu'est-ce que ça évoque? J'ai voulu rajouter ce verbe, le verbe faire, pour évoquer quelque chose qui évidemment nous touche tous parce que nous sommes tous des enfants venant de famille, et que ce soit la famille naturelle, la famille adoptée, la famille de cœur. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas vivre. Bonsoir Frédéric, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir Pérence, Cathy plutôt. Donc on ne peut pas vivre sans famille. Donc la famille, nous en venons. Salut Jérémy. Et c'est bien, il y a du monde, partagé les amis. Et la famille, nous y allons et nous y sommes. Nous y sommes et nous y allons. Voilà, donc à part cette petite période que certains jugeront de parenthèse enchantée, où on n'a pas tellement de famille, c'est-à-dire qu'on a une famille avec des attaches un peu moins fortes, et puis pas encore de famille constituée, tournée vers l'avenir avec des enfants, etc. C'est-à-dire grosso modo, entre 25 et 35 ans, on va dire, 32 ans, ça dépend des gens. À part ça, la famille est vraiment notre problème, notre enchantement, notre joie, notre bonheur, notre cauchemar, notre dignité, notre force, mais notre faiblesse, notre fragilité, notre angoisse, nos préoccupations, nos espoirs, notre bouée de sauvetage, nos racines, nos feuilles qui se déploient au soleil. Voilà, la famille c'est tout ça, tous ces paradoxes, un bordel comme pas possible et à la fois un paradis. Voilà, donc c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Salut Rim, merci. Et pourtant, il y a des exclus de la famille, oui bien sûr. Il y a des exclus de la famille, mais avant même d'arriver au cas extrême, si on interroge tous là, nous sommes 25, si les 25 qui sont connectés, qui sont en train de partager partout, interrogent leur propre famille, j'aimerais qu'en 3 adjectifs, qualifiant votre famille, ce que vous entendez par votre famille, vous puissiez nous dire c'est quoi la famille pour vous. Voilà, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice, c'est un bon point de départ, je trouve. 3 mots, 3 adjectifs. À vous de voir, à vous de vous lancer dans cet exercice philosophique. Qualifiez ce qui est pour vous votre famille en 3 adjectifs. Essayons de parler franchement. Bien sûr, c'est le sentiment du moment. Il ne s'agit pas de faire une analyse introspective extrêmement poussée. C'est plutôt la spontanéité que je vous demande d'avoir spontanément, comme ça, au débeauté. Aujourd'hui, ce soir, votre famille en 3 adjectifs. Voilà, j'attends vos réactions. Jérémy, on parle de la famille de sang. Je sais pas. Le titre, c'est faire famille. Dans l'idée de faire, il y a aussi construire indépendamment des liens biologiques. Ce qu'on pourrait essayer de définir la famille, bien sûr. On va essayer de définir la famille. Ce qu'on pourrait appeler un groupe de cœur, un groupe où il fait bon s'épanouir et grandir. Ma famille. Alors, Anne, éclatée, en perdition, en lambeaux. D'accord. Donc on est dans quelque chose de l'ordre d'une souffrance, Anne, j'imagine, plus ou moins assumée, mais c'est violent. On est vraiment dans quelque chose d'assez violent, éclaté, en perdition, en lambeaux. Sectaire, angoissant, limitant, Lisa. Donc waouh,
D'accord, sectaire, angoissant, limitant. Merci de vos témoignages, c'est très précieux. Un médecin m'avait dit, la famille, c'est comme le poisson, après 3 jours avec, ça pue. Ouais, il y en a plein qui disent ça. Vincent Van Gogh disait à son frère Théo, j'ai l'impression que je ne suis jamais autant étranger qu'avec ma propre famille. Voilà, Oscar Wilde disait, la famille, elle est pire que le public. Elle juge pire que le public. Donc l'idée que la famille est quelque chose de kafkaïen, d'angoissant, de sectaire, d'enfermant, c'est quelque chose qui est assez communément dit philosophiquement sur la famille. Faire famille, c'est presque prendre un risque, le risque de décevoir les attentes sociales autour d'une famille qui devrait être la petite famille Ricoré. Vous connaissez cette pub des années 80, hein, la famille Ricoré. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. La 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 la. Et on voit l'ambiance familiale idéale. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous m'entendez pendant que ça parle. Jérémy, regroupement, passion, construction. Pas mal. Donc Jérémy, il y a plus de lumière dans ce que tu nous dis. Et peut-être que voilà, ça permet de tempérer un peu cette idée d'une famille violente, désastreuse. Waouh, il y a plein de monde qui vont monter. Je vais devoir m'isoler dans un coin, j'imagine. C'est les aléas du direct dans un train. Voilà. Je disais, la famille Ricoré, c'est vraiment le modèle de la famille idéale. Et tous ceux qui étaient enfants de divorcés, quand on regardait cette pub, moi c'était mon cas, on se disait, mais alors ça existe vraiment ce genre de famille-là idéale. C'est devenu presque une expression idiomatique. Hein, la famille Ricoré, on appelle ça presque comme ça, comme on parle du frigidaire ou qu'on parle de Kleenex. La famille Ricoré, c'est vraiment le modèle. Il y en a qui disent aussi la petite maison dans la prairie. Voilà. Cette idée d'une sorte de famille paradisiaque, inatteignable, où tout le monde est heureux, une ambiance de vacances éternelle. C'est ça la famille géniale, on a l'impression d'être en vacances tout le temps. Ah zut, Gilles, multiple, précieux, complexe. C'est bien Gilles parce que tu es dans la nuance, on sent que tu as pu dépasser des conflits, on sent que tu as réglé les choses. Je pense que ça ne dérange pas les gens, j'espère. Ma famille est très belle, Racha, c'est super. Tu vas nous dire plein de secrets. On va apprendre plein de choses, hein, Racha, ça va être bien. Famille est très belle. J'aime bien l'adjectif beauté, mettre de la beauté là-dedans, en cœur. Donc j'aime bien cette idée d'un agencement qui est beau. Eric, la famille, c'est les racines, mais il faut que les racines donnent de belles, encore une fois, fleurs et plantes, ça s'entretient. Eric, super. Ma famille, loin, libre, singulière, Frédéric. Très intéressant. Gracia, complexe. On a 2 fois l'adjectif complexe. Essentiel et accueil. C'est cette complexité que j'ai envie de sonder avec vous. Outre quelques petites recettes, c'est toujours rigolo d'avoir des recettes. Et c'est un peu l'exercice que j'ai envie de vous demander pendant que vous partagez cette vidéo en live. N'oubliez pas de partager toujours, tout au long de la vidéo. La question que je vous pose, c'est s'il y avait un conseil, un seul, pas 2, pas 3, un seul. Un conseil que vous donneriez à un enfant de 10 ans, donc compréhensible pour un enfant de 10 ans, qui le mettrait en garde sur des dérives possibles de la famille et qui l'aiderait à construire une belle famille, une famille où la complexité est domptée, une famille d'amour. Quel conseil vous donneriez à cet enfant de 10 ans? J'ai envie de voir vos réponses, c'est assez intéressant. Je vous quiz un peu dans cette Agora vidéo live, mais c'est une façon d'avoir de l'interactivité tard le soir et c'est assez passionnant. Donc voilà, donnez entre guillemets le conseil que vous adresseriez naturellement à un enfant de 10 ans qui se projette dans l'avenir et qui risque, quand il aura 25, 30, 40 ans, de se planter peut-être. Voilà, donc amour, éducation, Cathy. Alors voilà, la notion d'amour me semble absolument essentielle dans cette notion de famille. Parce que ce que l'on voit dans la famille, c'est vraiment un lieu pour moi où l'amour peut facilement se transformer en non-dit et où le non-dit peut facilement se transformer en colère, rentrer en haine, et ça peut être extrêmement destructeur. Et on peut briser des individus à partir de leur famille. C'était une grande spécialité de la Gestapo, une grande spécialité de la GPU, de l'Allemagne de l'Est, des dictatures soviétiques. La capacité pour briser quelqu'un, c'est de briser sa famille.
par mille et un moyens absolument sordides. Et donc la famille, c'est le point de fragilité et de force à la fois. Vous voyez, c'est la fragilité de quelqu'un et c'est la force de quelqu'un. Et c'est cette ambiguïté que j'ai envie de creuser avec vous. Le rire, dit Christelle. Le rire, mais est-ce qu'il se décrète? Comment l'entretenir? Donne le conseil au gamin de 10 ans. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil pour aider à favoriser le rire dans la famille? Alors, Isa nous donne ce conseil. Fais mieux que ce que tu vis. Oh, c'est profond, Isa. Pas mal. Fais mieux que ce que tu vis. C'est-à-dire, essaye que ta prochaine famille, ou le déploiement de ta famille présente, soit de l'ordre d'une amélioration. Alors, j'ai envie de te poser la question, Isa. En quoi consiste le mieux? Sur quels critères? Comment comparer aujourd'hui et le futur en disant finalement ça va vers le mieux? Quel est le critère qui te permet de voir une amélioration, tout simplement? Fatou, un ciment qu'il faut apprendre à le casser pour savoir le vivre en bienveillance. Ah, c'est intéressant, très intéressant, Fatou. Comme si la famille était une sorte de socle dur et que tout l'enjeu du faire famille, Fatou, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est de fluidifier, de ne pas durcir les positions, de ne pas durcir les identités, mais de fluidifier, d'assouplir, d'être dans la conciliation, et quand il y a des colères, quand il y a des fâcheries, quand il y a des bouderies, quand il y a des haines, d'essayer de travailler la réconciliation. La réconciliation, c'est redevenir conciliant, le ciment qui redevient tendre, malléable, redevenir conciliant pour pouvoir finalement vivre ensemble, effectivement, dans la bienveillance et je dirais même dans la bienfaisance. Yacine, connais-toi, le reste suivra. Très profond aussi, Yacine. Très profond aussi, c'est tout simple, mais c'est très intéressant ce que tu dis à ce gamin de 10 ans, Yacine. Se connaître. Et je dirais même, est-ce que la connaissance de soi ne passe pas par une connaissance de la famille? Est-ce que c'est pas en famille que la connaissance de soi est intéressante? Alors, se connaître soi-même, est-ce que c'est se connaître dans une sorte d'introspection coupée du monde? Ou est-ce que c'est justement se connaître dans les interactions qui sont à la fois les premières interactions de la vie de l'enfant? L'enfant n'a Dieu d'abord que pour sa mère et son père, et ensuite ça s'élargit un peu au reste de la famille, à ses frères, ses sœurs, etc. Et donc on voit bien que la famille est un creuset d'individuation, un creuset de singularité pour l'enfant, à la fois un havre protecteur absolument essentiel de câlins, de tendresse, d'amour donné, et d'amour que l'on espère inconditionnel, d'amour sans condition, qui va former l'individu. Et à la fois, il y a plein de problématiques qui se posent dans l'évolution de cet individu, quand il a 15 ans, d'abord quand il a 5 ans, quand il a 15 ans. On est coupé, c'est normal, on passe dans des tunnels, je suis désolé. Bon, ça nous permet de réfléchir, donc prenez les coupures comme des occasions d'introspection. Conseil, aime et reste libre. Oh là là, mais quel conseil, alors c'est trop, c'est magnifique, Frédéric. Aime et reste libre, mais on veut te dire comment rester libre en famille. Il y a la question de l'amour qui est compliquée, et la question de la liberté qui est compliquée. La famille, c'est ce qui peut me rendre libre ailleurs, cette sorte de havre de paix. Mais la famille, c'est aussi ce qui m'enferme, ce qui m'emprisonne, c'est des liens de responsabilité extrêmement puissants. Et donc cette dialectique de la liberté, de la construction de soi, de l'amour donné, de l'amour reçu, c'est une dialectique assez passionnante. Méfie-toi, Diane, méfie-toi de ceux qui disent qu'ils te veulent du bien, écoute ton cœur. Que des conseils magnifiques, on a envie presque de les afficher. Voilà, c'est bon le soir. J'ai remarqué que les équipes philosophiques sont excellentes passées 23h. Donc je garde mon horaire habituel normalement de 22h, tous les soirs possibles. Alors ça ne veut pas dire tous les soirs, mais tous les soirs où je peux. Mais le 23h45, on la retient aussi cet horaire parce qu'il y a quelque chose de plus authentique dans vos réponses, de plus profond. Le plus de bonheur, dit Isa. Super. Hichem, salut Vincent, merci. Anne. J'ai une question, Vincent, comment faire famille sans faire couple? C'est une question qui concerne la liberté dont on parlait, évidemment. Faire couple, ça peut être magnifique si c'est une joie naturelle et libre, mais si c'est un devoir, si c'est de l'ordre du devoir ou de l'injonction sociale ou de la pression sociale,
c'est plus du faire couple, c'est sans couplet, c'est différent. Sans couplet, l'encouplement tel que je le décris, c'est le couple obligatoire pour, sans écouter vraiment son cœur, pour plutôt satisfaire la demande inquisitoriale du monde extérieur sur ce que l'on fait. Tu dois dire aux autres avec qui tu couches, avec qui tu construis, et tu dois le déclarer. Et ça, effectivement, la liberté en prend un coup, et cet auto-étiquetage est assez compliqué. Martine, j'ai pas la réponse, vous avez remarqué, je réponds pas, pour l'instant j'emmagasine un peu vos réactions, et après on va essayer de forger, enfin on est toujours en train de forger un parcours philosophique nocturne. Martine, chaque jour, regarde ta famille comme si tu la découvrais pour la première fois. Que c'est beau, vous êtes super inspirés là, j'ai une équipe, j'ai la Dream Team, la Dream Team philosophique. Chaque jour, c'est très important, l'idée de quotidienneté qui s'inscrit dans la famille. Amour, liberté, quotidienneté, construction au quotidien, dans les micro-détails, dans des choses infimes. C'est là où le problème se loge, dans des petites vexations, dans des petits non-dits, dans des petites angoisses non métabolisées, dans des interprétations qui font fausse route, dans des absences d'explication. C'est dans des petits détails que les grands conflits familiaux qui peuvent parfois traverser des générations se logent. J'ai toujours fantasmé sur l'idée de revenir à l'origine des conflits familiaux. Vous savez, quand il y a carrément des grandes divisions familiales et que ça se fout sur la gueule sur plusieurs générations. Il y en a comme ça. Et j'ai toujours voulu revenir. Il y a peut-être un livre à écrire, ou peut-être une série, des Rougon-Macquart, des épopées comme ça familiales. Ça se trouve, ça se loge sur des petits détails de rien du tout, des petites vexations, etc. Et c'est beau de voir la généalogie des conflits familiaux, jusqu'où on ira. Mais je pense que ça sera des choses complètement futiles, d'un mot blessant, d'une attitude un peu méprisante, d'une dévalorisation infime, d'une vexation, d'une absence de sensualité alors qu'on l'attendait. Le cas de l'encouplement pose beaucoup ce problème, d'espoir déçu. Voilà, c'est dans des petites choses infimes qui prennent des proportions dingues. La famille, on peut avancer comme ça, c'est une caisse de résonance extraordinaire, une caisse de résonance de toute l'affectivité humaine. La moindre émotion, le moindre affect peut prendre dans cet entonnoir grossissant, dans ce cyclone possible, des proportions dévastatrices. Hakim, un conseil à un enfant de 10 ans. Fais plein d'activités différentes et écoute plein de gens différents. Alors j'aime beaucoup parce que là c'est l'opposé de l'enfermement familial que tu décris, Hakim. L'idée de plein d'activités différentes, c'est l'idée de se diversifier et donc un travail de tolérance envers l'altérité, envers la différence. Et l'idée d'écouter plein de gens différents au sein de la famille et même en dehors, c'est d'éviter la famille qui va étouffer. Souvent c'est la volonté de quelques personnes qui veulent garder un pouvoir et quelque chose d'étouffant. Et la famille doit être une ouverture, à mon sens, liberté, etc., ça donne l'idée d'une sorte de base, de QG, le quartier général, de QG pour le déploiement de l'enfant. Il sait toujours qu'il y a une base arrière. Dans un de mes raps qui va sortir, en octobre, le 13 octobre, un rap qui s'appelle Rocket Child, et je parle à mon enfant, à un de mes enfants, et je lui dis, derrière, on essaie de faire le nécessaire. C'est-à-dire, l'enfant est un enfant fusée, Rocket Child, et derrière on essaie de faire le nécessaire. C'est l'humilité évidemment évidente des parents. On essaie d'assurer le camp de base. Toi tu vas aller vers les sommets, mais on essaie. Et la famille, c'est cette base de repli, c'est ce nid qui permet de régénérer les forces quand elles sont mises à mal. Le cliché, l'image d'Épinal, c'est la jeune fille éplorée parce qu'elle a un chagrin d'amour et qui retourne chez maman, ou le garçon d'ailleurs qui retourne chez papa ou chez maman. Voilà, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup on fait ses débuts dans le monde, on s'éclate, on a son courrier, on a une vie d'adulte, on a ses premiers amours, et puis à la moindre contrariété, à la moindre blessure de vie, on revient sur le camp de base qu'est la famille. Et on sait qu'il existe, et le simple fait de savoir qu'il existe, c'est évidemment rassurant. C'est évidemment la garantie qu'on aura cette base anxiolytique possible, famille comme anxiolytique, et peut-être aussi famille anxiogène. Ça me rappelle une très belle chanson, j'en ai déjà parlé dans un live il y a plus d'1 an. Je crois que c'est Moustaki, je suis pas sûr. En tout cas, c'est chanté par Serge Reggiani, ça s'appelle « Votre fille a 20 ans ». C'est absolument une chanson délicieuse, très romantique, très belle,
c'est une chanson qui s'adresse à la mère, et cette mère a une fille qui était comme elle, comme elle quand elle avait 20 ans. Sa fille a 20 ans, sa fille fait ses premiers débuts, débuts dans le monde, elle a ses premiers amours, et c'est dur d'accepter que sa fille quitte la famille, parce que dans la famille, il y a cette idée que la famille est une gestation avant la mise au monde. Et ce qui est beau, c'est qu'il suffira d'un signe, madame, pour qu'elle vous sourie. C'est-à-dire que la complicité que permet la famille est une complicité extrêmement puissante. Et j'ai l'impression que la beauté que vous décriviez dans vos adjectifs, c'est cette beauté-là, c'est cette beauté du sourire possible. C'est cette beauté de « je te connais bien, je te connais intimement ». Voilà, évidemment, si c'est un « je te connais bien » et que je t'interdis d'évoluer, je t'interdis d'être autre chose que l'image que j'ai de toi, la famille, là, du coup, devient l'enfermement. Peut-être que la famille, c'est une famille vivante. On pourrait distinguer une famille vivante et une famille mortifère. Hein. La famille mortifère, elle refuse que les identités qui la composent évoluent au contact du monde. Et la famille vivante, elle accepte cette ébullition d'identité, elle s'émerveille chaque jour, comme vous l'avez dit, et puis un sourire suffit à recoller les morceaux. Voilà, je continue vos remarques magnifiques. Hakim, un conseil à la tu l'as dit. Zola, Zikou, la famille est la source d'une compassion sans fin qui construit la continuité d'une société heureuse. Cette notion de compassion sans fin est intéressante, source d'une compassion sans fin. Donc ce qui est beau, c'est que... Oh, c'est beau le piano. J'adore le piano dans les gares, ça me fait délirer. Quelle idée grandiose. Je veux rencontrer, si vous la connaissez, faites-moi signe, je veux rencontrer la personne qui a eu l'idée délirante de mettre des pianos dans les gares et qui a réussi à imposer cette idée à la SNCF. Cette personne est juste géniale. À mon avis, c'est quelqu'un qui a eu l'idée autour d'une table. Et puis il y a sûrement d'autres personnes qui ont pu réaliser cette idée. Mais je trouve que c'est une idée... Je pourrais écrire un livre là-dessus sur les pianos dans les gares. Mais c'est prodigieux, quoi. Tout d'un coup, le 19e siècle s'invite dans les gares et on voit des clochards jouer du piano, on voit des enfants qui n'ont pas de piano chez eux, qui jouent merveilleusement bien. C'est juste magique, quoi. C'est juste magique de rendre populaire l'instrument le plus compliqué. Excusez-moi, je fais une parenthèse. L'instrument le plus compliqué à avoir chez soi. Le piano, il n'y a pas plus compliqué. C'est lourd, c'est encombrant, ça coûte cher. Voilà. Et de le mettre dans les gares, mais c'est juste prodigieux. C'est une des plus grandes inventions pour moi françaises. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, c'est peut-être un concept américain. Hein. Pourquoi ça souffre ça voilà, donc continuons sur la famille, ne délirons pas. Magnifique Zikou. Assitane, tout à fait d'accord avec toi. Fatou, super. Dounia. Alors, bonsoir Vincent, un conseil pour un enfant de 10 ans. Fais appel à ta lucidité, agis en conscience et reste le plus près de ta sensibilité. D'accord, il y a l'idée de s'écouter soi-même qui est encore là à développer. N'oublie pas de parsemer ton chemin de vie par la puissance de l'humour. Donc c'est le rire qui revient. Le rire, l'humour, on a des très beaux ingrédients. C'est des ingrédients, vous connaissez un peu ce concept qui fait Flores, d'onde de charme pour le coup. C'est maintiens-toi dans l'onde de charme, essaie de maintenir cette équation que le charme l'emporte sur le choc. On est toujours dans cette philosophie réaliste qui accepte la folie, le conflit, la rage, la colère, mais qui nécessite une sorte d'effort énergétique, hein, de garder l'énergie lumineuse. Continuons parce que c'est passionnant. On en est à combien de temps là? 23 minutes, c'est bon. Oui, connaître sa famille est un élément du puzzle pour se connaître. Ouais, Yacine, j'aimerais vraiment que tu creuses. Parle plus, Yacine, c'est profond et c'est original ce que tu dis par rapport à ce qu'on dit tous. Donc j'aimerais vraiment que tu creuses ça, s'il te plaît. Creuse cette idée, développe plusieurs posts comme ça, s'il te plaît, c'est vachement intéressant. Cathy, là où il y a de la vie, il y a de l'amour. Mais quel optimisme! Mais c'est l'optimisme des îles, hein, ça, hein, c'est pas l'optimisme parisien. Freddy, ne pas juger et ou ne pas exclure un membre de sa famille. Ah oui, mais ça aussi, les familles fracturées, il faudra écrire dessus, sur les familles fracturées, parce que c'est étonnant d'ailleurs, étonnant qu'il n'y ait pas de grands livres théoriques, hein, je parle vraiment d'essais sociologiques, philosophiques, psychologiques, sur comment une famille est capable de se fracturer. Alors je sais qu'il y a du cas par cas, mais il manque une somme théorique
qui fait vraiment le tour de la question. Alors peut-être que ça existe, et dans ce cas, mentionnez-le moi, j'aimerais vraiment lire cet ouvrage, mais je trouve qu'il manque un livre théorique qui dit, voilà, comment foutre en l'air sa famille en 10 leçons, une sorte de famille foutue mode d'emploi. Vous voyez, ça ferait du bien à tout le monde. Je vais l'écrire, hein. Si personne ne l'écrit, je crois que je vais l'écrire. Et je pense que vous aurez plein de choses à m'aider, vous pourrez m'aider tous ensemble. D'ailleurs, j'ai très envie de faire un truc, je vous en fais part. J'ai très envie de créer un document collectif où que chacun pourrait écrire. C'est-à-dire ce qu'on fait là en vidéo, j'ai envie de le faire en livre. Et je m'engagerai à éditer le livre, puisque j'ai maintenant une maison d'édition. Et donc, je m'engagerai à éditer le livre en vrai papier à ceux qui auront participé. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, ce qu'on dit, c'est magnifique, là. Tout ce qu'on dit. On a envie de pouvoir le lire et que vos expériences que vous ne faites, évidemment, que dire de façon très sommaire en quelques messages, j'ai envie que vous creusiez vos expériences là. On pourrait faire tous ensemble famille foutue mode d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une bonne idée ça, franchement? On crée un grand document genre wiki, une sorte de grand wiki, ou alors on crée un Google, comment on appelle ça, Google Drop là, un truc Google là, un document, vous voyez, où tout le monde peut écrire. Et je pense qu'en 5 jours, tout le monde peut écrire un livre magnifique. Chacun fait son chapitre. Chacun parle de lui et ça fait une sorte d'œuvre collective que j'éditerai. Qu'est-ce que vous en pensez? On se cotiserait un peu pour avoir un relecteur sérieux, une mise en page un peu sérieuse, sauf s'il y a des talents parmi vous. Et on édite le livre, ça peut être passionnant. Et on demande à tous nos amis qui ont des familles foutues de nous donner le mode d'emploi. Comment foutre en l'air sa famille en 100 leçons. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne idée, je suis très sérieux, vous savez, dans ce genre d'expérience, je trouve que c'est une expérience intéressante. Et surtout, si on est une 50aine de contributeurs, je pense qu'en 5 jours, si chacun écrit, je sais pas moi, 2 pages en 5 jours, ça va, c'est faisable, surtout que ça parle de sa famille, ou de famille qu'on connaît, ça fait un livre de 100 pages, un livre de 150 pages, et c'est génial, voilà. Donc c'est une idée que je lance, et si on est nombreux là, il faudrait qu'on soit une dizaine, sur cette idée, on rédige ensemble dans un document commun. On peut être nombreux dans un document commun sur internet et chacun fait son chapitre, relit un peu les autres, corrige des coquilles, des petites fautes d'orthographe et ça donnerait une somme super intéressante. Comment foutre en l'air sa famille en 50 leçons, autant de leçons qu'il y a de contributeurs. Je trouve que ça serait génial. Franchement, un livre comme ça, je pense que ça peut être un best-seller. Évidemment, vous aurez des droits d'auteur, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui ont contribué, si on vend le livre, vous aurez un tout petit pourcentage. Voilà, on se marre et on se fera un bon gueuleton si ça marche. Voilà, mais je trouve que ça peut être intéressant et je suis très sérieux quand je dis ça. Je crois que l'ère du temps est aux œuvres collectives. Les sociologues prennent 5 ans pour récolter 50 histoires de vie. Voilà, nous on peut être 50 à raconter directement nos histoires de vie, surtout que vous avez plein d'idées, c'est assez riche ce que vous faites. Donc voilà, je vais continuer mais je m'engouffre dans une voiture, donc ah oui. Est-ce que je peux mettre pause? J'ai pas envie de donner mon adresse en direct mes amis, bon j'attends un peu, je vais faire le live tranquille ici. Voilà, et oui, je suis obligé de prononcer mon adresse et bon, voilà. Vous savez, j'ai eu pas mal de petits problèmes avec certains internautes sur la familiarité fantasmée que ça peut donner ce genre de live. Donc ne soyez pas dupes, on ne se connaît pas pour la plupart. Je vous apprécie énormément parce que vous êtes là, finalement on se connaît un peu. Il y en a qui me contactent en message privé, c'est super généreux, mais on ne se connaît pas non plus. Donc la familiarité que ça crée est parfois assez compliquée à gérer, j'ai pu en faire l'expérience. Alors, on continue. Anne, il faut aussi penser à ceux qui sont en dehors, les enfants de... Alors là, je comprends pas. Laz, par exemple. Là, je comprends pas. Jérémy, c'est dans la subtilité qu'on doit apprendre notre bonheur, car c'est elle qui constitue notre malheur, la famille. Ouais, j'aime bien cette idée, Jérémy, de subtilité. Et je crois vraiment que c'est une idée partagée par tout le monde. Et là aussi, c'est pas interrogé. Cette notion de subtilité n'est pas interrogée. Vous voyez? Subtilité, quoi. Qu'est-ce que c'est la subtilité? Qu'est-ce que ça veut dire être subtil? Là, vous me donnez plein d'idées de livres, il va falloir que je bosse. Là. Cette année, j'écris comme un fou furieux. Voilà, j'écris comme un fou furieux. Mais l'idée de subtilité, une philosophie de la subtilité, waouh, ça déménage. Qu'est-ce que ça veut dire être subtil humainement, subtil dans le dessin, subtil dans sa vie? Une vie subtile, hein? Les vies subtiles, ça serait beau comme titre, vous en pensez quoi? Les vies subtiles, voilà.
Quand ce camp de base n'existe pas, que faire? Il faut le construire, il faut se le construire. Et là, on tombe sur la grande question épineuse de l'amitié fraternelle, de l'amitié quasi filiale, avec toutes les trahisons possibles, les dangers de s'exposer avec le cœur à des gens qui peuvent nous dire non, nous abandonner. Et donc c'est toute la dialectique de l'abandon, de la peur de l'abandon, et de dire tu m'appartiens, je ne veux pas te quitter, j'ai peur. La peur de l'abandon pour moi est la peur essentielle de tout. La peur d'être abandonné, si jamais on arrive à la dépasser, on accède à un nouveau degré de vie. Je crois vraiment. Je crois vraiment que la peur de l'abandon, c'est ce qui fait tout le malheur du monde. Tout le malheur du monde. Et elle commence très tôt. C'est presque une peur, je dirais, liée à notre survie humaine quand on est nourrisson. La peur de l'abandon, c'est vraiment, on l'a dans le biberon, quoi. Et dépasser la peur de l'abandon, c'est vraiment l'autonomie adulte, quoi. Et on ne peut pas être vraiment adulte si on a peur d'être abandonné. Je crois vraiment qu'à un moment, et peut-être qu'il faut être abandonné un peu par tous pour comprendre comment se construire sans la peur de l'abandon. Peut-être. Peut-être que c'est les leçons violentes de la vie, que d'être abandonné et de se construire avec ça. Frédéric, encore un conseil, dit Frédéric. Tu pourras toujours choisir avec ta palette de couleurs. J'adore cette idée. Tu pourras toujours choisir avec ta palette de couleurs. J'adore cette idée de faire un dessin. J'adore cette idée que la famille, c'est dessiner. C'est magnifique, Frédéric. Tout ce que je lis est magnifique. Se l'inventer. Conseil pour Anne, si tu n'as pas cette famille de départ, ce camp de base, tu l'inventes. Je pense que c'est un fabricant de pianos qui a offert des pianos aux gares. J'aimerais vraiment avoir l'historique, mais là on dévie, mes amis. Louisa, t'es contente? Isa, je suis partant. Ah oui, là vous répondez à mon offre pour famille foutue mode d'emploi. J'adore. Famille foutue mode d'emploi. Si vous avez un meilleur titre, vous le proposez ici, hein, mes amis. Hein. Comme ça, on part tout de suite. Et vous me laissez en message privé, vous me laissez votre mail. Si vous avez envie de raconter votre famille foutue, c'est mieux que ce soit la vôtre, hein, parce que celle des amis, demandez à vos amis de le faire. Hein. Mais si vous avez envie de raconter vos moments de famille foutue, ou ce que vous avez appris avec votre famille, il faut vraiment que ça sente la loose et la mort. Hein. Si c'est juste foutu un peu, c'est pas rigolo. Il faut vraiment que ça soit complètement foutu, ou alors que vous ayez frôlé la catastrophe, et heureusement vous avez réussi à survivre. Voilà. Mais donc moi je suis partant pour le titre famille foutue, mode d'emploi. Famille foutue, même au pluriel. Famille foutue au pluriel, mode d'emploi. On va créer le document Google. Je mets, grâce à vos emails que vous allez me donner en message privé, je vous mets éditeur. On se fait confiance, on ne bousille pas le travail de l'autre. De toute façon, il y a des historiques. Et on se fait confiance. Et puis voilà. Et puis c'est tranquille. Tiens, je vais marcher, ça va me faire du bien plutôt que d'attendre. Passionnante réflexion hein, sur faire famille. Hein. 32 minutes, mais on a échangé déjà beaucoup de choses et on n'a pas fini. Gardons encore quelques minutes ensemble. Tu veux participer au livre, Anne? Sans problème. C'est aussi une façon pour moi de développer vos talents, hein, ce qui est vraiment important. On appelle ça l'empowerment. Mais je suis convaincu, vous savez bien que la philosophie est dans la rue. Je l'ai théorisé, j'en parle tout le temps. Et à mon avis, je suis convaincu qu'il faut juste une petite pichenette pour que les talents qui sont là avec moi depuis maintenant plus d'un an, à philosopher avec moi, à penser le monde, à être dans le flou, puisque là on est dans Blur is the New Black, je suis persuadé qu'on peut arriver à des choses extraordinaires. Voilà. Et concrètes, et surtout concrètes. Écrire un livre, c'est très concret. Jérémy Le Carpentier, Google Drive. Merci Jérémy, voilà, il est tard. Alors, un blog, non, moi je serais vraiment pour un livre, un vrai livre, quoi. Un vrai livre avec un vrai service de presse. On l'imprime. Allez-y. Voilà, c'est un live. Ouais, Mais on est là. Ça vient d'où? on parle, il y a des gens connectés, on parle de la famille et des problèmes familiaux et les familles qui sont brisées, foutues. Ça va votre famille, ça va? Ouais, il y a des problèmes partout. Hein. Voilà, on parle de ces problèmes-là. Ah ça va. Qu'est-ce que vous faites là? On attend, on va aller en boîte là. Ah, c'est bien. Bon, restez prudents les amis, hein. C'était sympa. Merci, à bientôt. Ah voilà, c'est génial. Ça, c'est les aléas du direct. D'où l'intérêt de faire des lives dehors, hein, vraiment, plutôt que dans son salon. C'est génial parce que c'est vivant et famille de cœur, hein, là ils étaient 6, ils étaient très sympathiques tous. Alors, ok, vous êtes contents, un mémoire, d'accord, moi aussi. Écoutez mes amis, ceux qui veulent participer, c'est simple, vous me laissez votre email. Y a pas de... Tout le monde peut venir et s'il vous plaît, puisqu'on n'est que 24, 25, s'il vous plaît, prévenez vos amis. Ceux qui ont une plume, ceux qui ont une famille bousillée, c'est ce qu'il nous faut. Hein. Il faut vraiment... ceux qui ont envie de parler de ça,
vous avez plein d'amis, je suis sûr qu'il y en a au moins 2-3 autour de vous, ça leur ferait du bien. Et puis votre famille à vous, hein, ça peut être marrant d'avoir la fille et le père, le fils, la mère, l'oncle, voilà, il peut y avoir des liens. On peut même donner son arbre généalogique, hein, enfin tout est possible, tous les délires sont possibles. Il faut un livre complètement barré, où chacun raconte sa loose, voilà, sa loose familiale. Putain, quelle idée, pourquoi je ne l'ai pas eu avant mes amis? Parce que je ne vous avais pas avant sur ce thème, tout simplement. Trop inspirant, motivant, ouais, c'est super excitant, on va se faire ça. Un vrai Google Drive, et on va voir les autres raconter leurs trucs en direct, et nous on va rebondir, et on s'engage à pas saloper le travail des autres. On va essayer, ça coûte rien d'essayer, hein, mes amis. Voilà, on se cotise donc, je disais, pour l'éditer. Évidemment, vous ne paierez que on ne paiera que le prix d'édition, on va faire le livre au prix le moins cher, mais un vrai livre concret. On enverra une centaine d'exemplaires aux journalistes pour qu'ils soient au courant avec un vrai travail de promotion. Si on peut mettre un peu plus d'argent tous ensemble, on pourrait se payer les services d'une attachée de presse, mais c'est du 2000, 3000 euros, voire 4000 euros, donc c'est un peu de somme. Mais du coup, elle nous amènerait des papiers. Et puis évidemment, avec mon nom, je pense que ça peut intéresser des journalistes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui ont envie de témoigner, quoi. Et avec une prétention un tout petit peu littéraire. Faut mettre en forme. Et si vous avez des amis qui n'ont pas cette prétention, mais que vous avez envie d'écrire, mais peut-être pas de votre famille, vous pouvez faire un partenariat entre quelqu'un qui a foiré sa famille et puis vous qui avez envie de mettre ça en verbe. Donc il y a des partenariats possibles, évidemment. Tous les moyens sont bons, d'accord? On écrit un livre, foirer sa famille, non, famille foutue, mode d'emploi. Ou alors famille foutue, c'est un peu passé, faut un truc actif. Comment foirer sa famille en 20 leçons, un truc comme ça. Comment famille, enfin on va trouver le titre. Anne, il suffit d'additionner quelques pervers avec 2 ou 3 narcissiques, un toxico ou 1 ou 2 alcoolos et sociopathes et on a une famille foutue. Ah, je crois que c'est moins caricatural que ce que tu dis Anne, j'ai l'impression. Je crois que c'est subtil, c'est aussi subtil de réussir sa famille que de foirer sa famille. Je crois vraiment que c'est dans la subtilité que ça se situe. Parce qu'à la rigueur, quand c'est franc comme ça, quand il y a vraiment le pervers, machin, ouais, le pervers c'est pas mal. Non, le pervers c'est pas mal. Mais alors moi je veux des histoires. Moi je veux des histoires de pervers. Qu'est-ce que c'est un père totalement taré qui rend ses enfants totalement tarés? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Et quand on est taré, qu'on sait qu'on est taré, comment on devient plus taré? Voilà. Et voilà. Vous voyez? Excusez-moi de parler un peu franchement, mais on est entre nous là. La vie est au dehors. Ouais, ça c'est beau. Salma, l'abandon, la vie, le vide, la séparation. Waouh. Anne. Oui, mais une fois la peur de l'abandon dépassée, l'indifférence s'installe? Non. C'est vraie question, je crois pas. Je crois que la peur de l'abandon, quand elle est dépassée, il y a plein de choses très positives qui arrivent. L'envie de créer surtout. Je crois vraiment que la peur de l'abandon empêche la création, empêche de délivrer quelque chose de nouveau dans le monde. Parce qu'on veut garder, on est dans une force de rétention. Et je crois vraiment que quand la peur de l'abandon se lève, je ne sais pas comment, mais on peut quand même méditer ça, je crois vraiment que du coup on a envie d'être créateur. Et je pense que le faire famille, il n'est vivant que s'il est créateur. Je pense que faire famille, c'est pour ça que le mot faire m'importe, c'est une création au quotidien. Faire famille, c'est essayer de faire fleurir les choses qui sans eau, sans amour, sans liberté, meurent, fanent. Et la famille, et c'est pour ça que vous avez trouvé l'adjectif beau, parce que c'est beau comme des fleurs. C'est des fleurs plantées dans un terreau qu'il faut arroser, qu'il faut baigner d'amour, qu'il faut ensemencer d'idées, d'ouverture. Et la famille, c'est un bouquet de fleurs, quoi. Un bouquet de fleurs et le faire famille est une création. Et donc il faut comprendre que tous, autant que nous sommes, même si nous n'avons pas de dons artistiques, même si nous n'avons pas de projection ambitieuse sur notre propre existence, nous avons une obligation à être créateurs. Nous avons une obligation à être créateurs parce que nous allons peut-être mettre au monde des enfants qui n'ont rien demandé, nous allons peut-être les éduquer, nous allons peut-être nous en occuper avec plus ou moins d'amour, et donc nous avons une obligation d'être créateurs. La famille, c'est peut-être la création pour tous, c'est une sorte de démocratisation invisible de l'acte créateur. Et du coup, on comprend que faire famille, c'est faire une œuvre d'art. Et c'est pour ça que c'est beau, une belle famille, et qu'on ne valorise pas assez ces petits individus, parfois un peu ternes, parfois un peu gris, mais qui sont absolument essentiels à l'équilibre de la famille, qui sont absolument essentiels à remettre du rire quand il y a de l'angoisse, à remettre de la paix quand il y a de la discorde. Et donc, voir la famille comme une création populaire, massive, générale, au quotidien, des millions de personnes créent. Alors, ils ne font pas de toile à 1 million d'euros, ils ne font pas de grandes symphonies,
ils font pas de grands plans politiques, ils ne sont pas entrepreneurs. Mais au quotidien, des millions de personnes avancent dans leur création familiale. Et c'est une création au quotidien, avec les peines, avec les souffrances, avec la fatigue, avec l'épuisement, avec les découragements, avec les obligations, avec les responsabilités. Tout ça, c'est de la création au quotidien. Et c'est ça, cette humilité populaire et à la fois cette dignité que ça donne. C'est être digne que de faire famille dans ce sens-là, que j'ai voulu mettre dans mon rap « On n'a pas », qui a atteint, entre parenthèses, les 35 000 vues. Donc merci les amis d'avoir liké et partagé ce clip, hein, On n'a pas. Voilà, mais c'est ça que je voulais rendre, c'est cette idée que c'est au quotidien des millions de personnes qui se battent pour leur dignité. Simplement, ils vont au travail, ils renforcent leur liberté de la liberté des autres, ils se tiennent droit alors qu'ils pourraient être les pires des salopards, ils se regardent dans le miroir et ils veulent essayer de s'améliorer. C'est ça, ce ferment populaire, essentiel, vital, c'est ça la vie. Et le faire famille est un acte de création populaire généralisé. Voilà ce que j'ai envie de dire avec vos remarques, et voilà ce que ça m'inspire, vos remarques. Le problème pour raconter son histoire, Diane, son histoire familiale, c'est quand les membres ne sont pas tous morts. Comment faire? Ils vont se reconnaître. Ah oui, bah tu peux changer les prénoms, tu peux même écrire sous pseudo. Moi je m'en fiche tant que l'histoire est vraie. Ce que je vous demanderais, c'est une vraie histoire de foirage familial. Maintenant tu changes les prénoms et tu changes ton nom et voilà. Ils sont pas censés se reconnaître. Donc voilà, tous les pseudos sont possibles. Mais il faut que ça soit du vécu de foirage total familial. Moi je veux avoir les clés de comment on foire sa famille, voilà, dans toutes les couleurs, dans toutes les dimensions, avec toutes les expériences de vie possibles. Voilà. L'art de foirer sa famille en 50 leçons, quoi. Ça serait génial. L'art de foirer sa famille en 50 leçons. Alors, Jérémy, je ne sais pas si on peut, mais si tu mets la vidéo sur YouTube, je pourrais la partager. Oui, bien sûr, je la mets systématiquement. Ce soir, elle sera sur YouTube autour de 2 h du matin, donc tu l'auras demain sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, mes amis. C'est important, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos. Je sais qu'il y en a qui me suivent et qui me disent comment on fait. Bah, c'est simple, là, vous appuyez sur le bouton abonner. Et évidemment, tous les Blur is the New Black sont sur YouTube. Donc voilà. Alors, Anne, j'ai toujours été dans la création, mais on me dit froide. Eh bien, interroge-toi Anne et surtout dis-nous d'où vient cette froideur. Quand on est parti dans la création, on a tendance à oublier les gens. Et oui, c'est peut-être ça le paradoxe du faire famille. C'est une création généreuse. C'est une création de liens. C'est dingue, c'est dingue. Il y a un art qui est pratiqué quotidiennement par des millions de personnes. C'est l'art de renforcer les liens. C'est l'art de renforcer les liens. Je crie tellement c'est le bonheur d'avoir compris ça. Avant, je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui que je comprends que faire famille, c'est un art quotidien de renforçage de liens, de renforcement de liens. Alors comment, pourquoi, bah, ça il faut voir. Frédéric, un bouquet de fleurs, même avec des cactus. Oui, la fleur du cactus est si belle, très beau, très belle image. Nawal, la famille est l'idée qu'on en a. Soyons créatifs, c'est ça. Jérémy, la famille est donc une création relationnelle durable. Durable, je sais pas. Durable, je sais pas. Sûrement durable. Mais c'est une création relationnelle quotidienne. Moi, j'insisterais plutôt sur le quotidien, sur le travail. Voilà. Une création relationnelle quotidienne qui, je dirais, d'augmentation de la liberté. Parce que le fruit, c'est plus de beauté, plus de dignité, plus de joie, plus de rire, plus d'humour, plus de liberté. Si on peut dire que la famille augmente la liberté, ça rejoint dans une définition de l'amour. L'amour est ce qui rend plus libre. C'est la définition qu'on a déjà forgée dans plusieurs lives, que l'amour est un exhausteur de liberté. Un exhausteur, au sens que la liberté a plus de goût dans l'amour. Ça a plus de goût. Et en plus, c'est plus facile. Un facilitateur de liberté. Et si la famille est facilitatrice de liberté et renforcée et créatrice de liens, la famille, faire famille, faciliter la liberté et créer des liens, alors du coup il y a de l'amour. Du coup il n'y a même pas besoin de mentionner l'amour parce que favoriser la liberté et renforcer les liens, ça s'appelle aimer. Ça s'appelle aimer. Ça s'appelle aimer. Valérie, les liens amicaux aussi, bien sûr. L'amitié, faire famille, c'est peut-être pas faire l'amour, mais en tout cas c'est faire l'amitié. Voilà, et c'est bien compliqué de faire l'amitié. Faire l'amour à la rigueur, c'est un jeu d'enfant, un jeu d'adulte, mais en tout cas beaucoup plus simple que faire l'amitié.
Voilà mes amis, je vous propose, on va se dire au revoir, il n'y a pas de livre à lire. Je vous ai cité Vincent van Gogh, très belle lettre à son frère Théo, Oscar Wilde, il y en a plein d'autres qui me viennent, évidemment Gide, les nourritures terrestres, bon, c'est un peu un constat assez dur, mais c'est intéressant voilà. Et puis dans Foirer sa famille, qu'est-ce qui vous vient comme livre? N'hésitez pas à les mentionner, allez-y, on est parti. Je lance vraiment très spontanément cette idée d'un livre collectif qui sera édité sur l'art de foirer sa famille en 50 leçons, ou alors famille foutue mode d'emploi. Tous ceux qui veulent, vous mettez un message en message privé et vous amenez vos amis. On crée un Google Drive, on s'éclate, on crée un vrai groupe et on voit où ça nous mène. Merci en tout cas pour ce Blur is the New Black numéro 4 et rendez-vous dès que possible à 22 h pour un prochain live, 22 h, sauf si jamais il y a un petit changement d'horaire. Voilà, à très bientôt mes amis, portez-vous bien, libérez-vous, apaisez-vous et faites famille, on le vaut bien. À bientôt.